Au XVIIIe siècle, Antoine-François Prévost, dit l'abbé Prévost, était un célèbre personnage de l'époque. Sur ses œuvres les plus célèbres, on retrouve l'histoire du chevalier des Crues et de Manon, appelé Manon Lescaut, écrit en 1731, tiré du roman Mémoire, appelé Mémoires et aventures d'un homme de qualité. Nous remarquons que le récit de Descrueux racontera ses aventures avec Manon Lescaut. L'extrait que nous allons analyser présente un passage suite à la déportation de Manon en Amérique. Descrueux et Manon vivent tranquillement en Nouvelle-Orléans, mais le gouverneur de la ville annonce un jour qu'il donne la main de Manon à son neveu, Singley. Descrueux causa celui-ci en duel et en apparence le tue. Les deux amants s'enfuient donc dans le désert où Manon s'éteint d'épuisement dans les bras de Descrueux. Descrueux restera inconsolable et rongé par la culpabilité. Pardonnez, si j'achève un peu de moi un récit qui me tue. Je vous raconte un malheur qui n'eut jamais d'exemple. Toute ma vie destinée à le pleurer. Mais, quoique je le porte sans cesse dans ma mémoire, mon âme semble reculer d'horreur chaque fois que j'entreprends de l'exprimer. Nous avions passé tranquillement une partie de la nuit. Je croyais ma chère maîtresse endormie, et je ne sais pousser le moindre souffle, dans la crainte de troubler son sommeil. Je m'aperçus dès le point du jour, en touchant ses mains, qu'elles avaient froides et tremblantes. Je les approchai de mon sein pour les échauffer. Elle sentit ce mouvement et, faisant un effort pour saisir les miennes, elle me dit, d'une voix faible, qu'elle se croyait à sa dernière heure. Je ne pris d'abord ce discours que pour un langage ordinaire de la fortune, et je ne répondis que par les tendres consolations de l'amour. Mais, ses soupirs fréquents, son silence à mes interrogations, le serment de ses mains, dans lequel continuait de tenir les miennes, me firent connaître que la fin de ce malheur approchait. N'exige point de moi que je vous décrive mes sentiments, ni que je vous rapporte ces dernières expressions. Je la perdis. Je reçus d'elle des marques d'amour, au moment même qu'elle expirait. C'est tout ce que j'ai la force de vous apprendre de ce fatal et déplorable événement. Mon âme ne suivit pas la sienne. Le ciel ne me trouva point, sans doute assez rigoureusement puni. Il a voulu que j'aille traîner, depuis, une vie languissante et misérable. Je renonce volontairement à la mener jamais plus heureuse. Donc, nous pouvons nous demander comment le récit de Descrueux parvient-il à sublimer la mort de Manon. Nous allons répondre à cette problématique à travers trois parties. En premier, de la ligne 1 jusqu'à la ligne 4, un récit douloureux de la part de Descrueux. En deuxième, de la ligne 5 jusqu'à la ligne 13, un tableau pathétique de la mort de Manon. Et au final, de la ligne 14 jusqu'à la fin, le renoncement de Descrueux. On commence par le moment 1 de la ligne 1 jusqu'à la ligne 4. On retrouve en premier l'impératif à la deuxième personne. À la ligne 1, pardonnez. Cela montre que le chevalier implore l'indulgence de son destinataire. Après, la périphrase qui sont consécutifs. Un récit qui me tue à la ligne 1 et un malheur qui n'eut jamais exempt, de la ligne 1 à la ligne 2. Et cela donne l'impression qu'il n'arrive pas à nommer l'événement, à nommer la mort de Manon en fait. Et les deux hyperboles qui retranscrit la force et l'horreur du sentiment. Après on retrouve le champ lexical du récit mêlé à celui de la tragédie. Récit, mot exprimé pour le récit et pour la tragédie, reculé d'horreur destiné à le pleurer. Et grâce à ça, Descrueux suggère que les mots occasionnent une douleur encore vive dans le présent. En récapitulant, cette première partie est placée sous le signe d'une grande douleur, tout en plaçant le lecteur dans une situation d'attente. Ensuite, pour le moment numéro 2 de la ligne 5 à 13, on utilise en premier le plus que parfait et nous avions passé à la ligne 5, que ça montre le début du récit rétrospectif. Nous sommes plongés dans le passé tout à fait. Et Descrueux dresse un tableau touchant et délicat de la scène. De la ligne 5 à la ligne 6, je croyais ma chère maîtresse endormie. À partir de ce moment, le pronom nous disparaît, laissant la place alternativement aux pronoms je et elle. La mort sépare déjà les deux amants. Après, on utilise la périphrase désignant Manon, ma chère maîtresse à ligne 5.
Et cela nomme explicitement Manon, et trop douloureux d'ailleurs. Jamais dans ce texte, en fait, d'ailleurs dans ce texte, on nomme une fois Manon dans le texte. Après, on va utiliser le champ lexical du toucher. Touchant à la ligne 7, approcher, sentir, échauffer ligne 8 et saisir à la ligne 9. Cela montre la proximité de deux amants qui ont, tout à fait, dans cet instant qui est très grave et très fatidique. Et cette proximité se constate aussi bien par l'union des corps que par l'union des sentiments. Et rapprochement par les mains, ligne 7, et sur les seins, ligne 8, de la part de l'écriture. Tout à fait, en fait, le sein désigne par métonymie le siège des émotions. Le tout pour la partie et la partie pour le tout. Tout à fait. Aussi, on retrouve que Manon, on peut retrouver que Manon évoque sa mort par une périphrase. Elle se croyait dans ses dernières heures, de la ligne 9 à la ligne 10. Cela montre que l'écrivain, dans son récit, se refuse toujours à nommer directement la mort. Ce déni se ressent dans l'interprétation initiale d'écrire personnage, qui, dans un premier temps, n'y voit que le langage ordinaire dans l'infortune. On retrouve une conjonction de coordination adversative, mais c'est super fréquent à ligne 11. Cela marque une rupture et la prise de conscience du décrire personnage. Tout à fait. Après, on retrouve une périphrase qui désigne la mort de Manon, la fin de ce malheur à ligne 13. Cela suggère la violence que la société a infligée aux deux amants, Manon et Desgre. Et pour récapituler cette deuxième partie, on peut dire que c'est un tableau progressif plus pathétique qui rend compte de la sensibilité de Desgre et de l'amour qu'il porte à Manon. Et pour finir, le troisième mouvement qui va de la ligne 14 jusqu'à la fin, en premier, on peut retrouver le mode interactif plus une négation. Et n'existe point de mot à la ligne 14. Cela montre que l'écriture s'adresse de nouveau directement à Renoncourt. Et aussi, il marque l'impossibilité de poursuivre son récit. La mort de Manon entraîne le silence du chevalier. À partir de maintenant, il achève son récit dans une économie de détails. Cet aspect tragique est marqué par la cruauté de la fatalité. Sur d'elle des marques d'amour qu'elle expirait dans la ligne 14 jusqu'à la ligne 15. Et c'est une théorie ironie du sort. Cela montre que la fuite des amants s'était sincèrement retrouvée. Et après, pour montrer la fin du récit, cet événement entraîne conséquences définitives explicites. Et à la fin du récit, je renonce volontairement à la vie, mais n'est jamais plus heureuse. Cela montre la fin du récit et la fin de la vie moderne de Descriaux, la fin sociale, tout à fait. Et donc, pour finaliser tout ça, on peut dire que Descriaux termine son récit de manière abrupte, en présentant les conséquences irrévocables de la mort de sa bien-aimée, de Manon. Et cela montre que Descriaux a construit sa propre mort sociale, tout à fait. Donc, pour conclure, le topo de la mort de l'être aimé est toujours un moment de grande tension dramatique. Le décès de Manon n'échappe pas à cette règle. Le récit pudique et sensible qu'en fait son amant, même des années après, mythifie les amants maudits et en fait des marginaux sublimes. Ce topo de la mort tragique de l'être aimé se retrouve dans la figure mythologique antique d'Orphée, inconsolable après la mort de sa bien-aimée Eurydice, qui est ici renouvelée dans le personnage de Desgre.